Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme chaque semaine, je suis avec Charles Gave. Comment allez-vous, Charles? Je survis. C'est l'essentiel. C'est essentiel. À mon âge, survivre, c'est déjà un noble but. Ouais. Bon, vous savez, même pour moi, hein, parfois, surtout en ces temps troublés, on va l'évoquer un petit peu, mais c'est vrai que nous changeons de monde progressivement. On change de monde, il faut se préparer. Voilà, c'est ça. Donc nous avons énormément de sujets à évoquer aujourd'hui. Je sais même pas si on va pouvoir tous les évoquer, pour être honnête, mais on va commencer avec des élections parce que... Faisons comme dans la télévision française. Évoquons que ceux qui n'ont aucune importance. Voilà, c'est ça. On va commencer avec ce qui a le moins d'importance, les élections. Alors, cette semaine, il y a eu un paquet d'élections un peu partout dans le monde, notamment au Brésil, au Danemark et en Israël. On va les évoquer un petit peu, même si on n'a pas forcément 4000 trucs à dire dessus. On va commencer avec le Brésil. Donc, on avait des élections présidentielles. Faut dire quand même que dans les sondages qui dataient de plusieurs mois, Lula était donné parfois gagnant au premier tour, ou en tout cas pas loin, au-dessus des 45% dès le premier tour. Oui, Bolsonaro battu comme pas permis. Voilà, dans tous les cas de figure, à 25%, des trucs comme ça. Il a remonté pas mal ces derniers mois, et puis même il a fait un score qui était plutôt pas mal au premier tour de l'élection. Et alors là-bas, il n'y a pas deux semaines entre le premier tour et le second, il y en a 4. Donc il y a le temps quand même de relancer une nouvelle dynamique, et il avait réussi à le faire plutôt bien. Il a quand même perdu avec 49,2% des voix. En plus de ça, il y avait eu donc des rumeurs, venant du camp de Lula, il y avait eu des rumeurs le soir même de l'élection, parce qu'en gros il y aurait eu des forces de l'ordre en fait qui auraient bloqué apparemment certains votants, et puis après en fait il y avait le camp de Bolsonaro qui a estimé que c'était l'inverse, que l'élection avait été truquée en faveur de Lula. Enfin bref, personne n'était content. Le fait est que Lula a gagné, Bolsonaro a accepté sa défaite, et c'est comme ça. Alors quel est votre regard sur cette élection ? Si vous voulez, c'est d'abord, comme toujours dans ces élections, je ne sais pas si vous remarquez, le candidat de gauche est toujours pas supposé, d'après les sondages d'opinion, gagner, faire les doigts dans le nez, et puis pour finir, c'est plutôt du 50-50, quoi. Ouais, quasiment. Ouais. Donc, moi, je me demande à quoi servent les sondages d'opinion, parce qu'ils ont plutôt l'air de chercher à influencer les gens. Les sondages avaient quand même évolué Oui, parce que plus on se rapproche de l'élection, plus il faut se rapprocher de la réalité. Donc, parce qu'ils vont pas dire ils peuvent le dire à 6 semaines de l'élection que c'est 40-60, mais plus ils s'en rapprochent, plus ils doivent dire 50-50, quoi. Donc, ça veut pas dire grand chose. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que Bolsonaro a remporté à peu près, enfin, son parti et lui, à peu près tous les États, sauf l'État du Nord. Du Nord-Est, ouais. Du Nord-Est. Absolument. Qui est le plus pauvre, le plus, j'imagine. Et donc là, il y a eu une grosse majorité qui a pour Lula qui a donc gagné. Donc c'est la première des choses. Mais en plus, les gens ne le savent pas, mais la constitution brésilienne est assez faite que c'est un système extraordinairement décentralisé avec les gouverneurs des États qui ont un rôle très important. Or, là aussi, il y a eu une victoire très importante du parti de Bolsonaro. Absolument. Et il y a aussi, en aucun cas, Lula n'aura le pouvoir absolu. Le pouvoir, même à la Chambre et au Sénat. Oui. Donc, si j'ose dire, si je comprends bien ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, ou j'en sais rien, il va inaugurer les chrysanthèmes pendant le temps du mandat. Oui, il va pas pouvoir faire grand-chose. Tout est bloqué. En fait, aujourd'hui, la droite conservatrice est majoritaire au Brésil, quoi. C'est tout. Voilà, sauf dans l'État là-haut, dans le Nord, mais qui est un État, qui est pas tout à fait, mettons que ce soit pas un État développé. Donc voilà, pour ce qu'il y a à dire au Brésil, c'est que il y a un gouvernement tout à fait conservateur, trumpiste, qui a gagné, et les trumpistes ont gagné massivement toutes les élections locales. Donc on va peut-être se retrouver dans une situation assez similaire à celle qu'on va voir les États-Unis de la semaine prochaine, quoi. Oui, c'est ça. Et alors, en quelques mots, qu'est-ce que vous retenez de ce mandat de Bolsonaro quand même ? C'est-à-dire qu'il a fait des choses qui étaient très intéressantes. D'abord, il a recommencé à faire un certain nombre de vraiment grands travaux, des ponts, par exemple avec les Chinois qui désenclavent toute une série de trucs. Il a aussi attaqué le vrai problème du Brésil, dont personne ne parle jamais, c'est qu'ils ont un système social de retraite et d'aide à la population défavorisée
qui est extraordinairement coûteux et qui ressemble beaucoup à celui de l'Europe, quoi. Mais ils n'ont pas la richesse pour le soutenir. Donc le vrai problème, c'est que le Brésil était... Une grosse partie de l'épargne brésilienne allait à un soutien de l'État social. Et donc ça empêchait le Brésil de croître. Et puis il y avait des problèmes de sécurité publique aussi qui étaient très forts. Et des problèmes de sous-investissement. Il a commencé à s'attaquer au problème aussi de la surétatisation des cotisations. Puis il s'est attaqué aussi à la sécurité. Il semble que moi, ça me donne... je suis un financier. J'ai plutôt envie d'acheter le Brésil aujourd'hui que de le vendre. Ouais, d'accord. D'accord. Donc, vous en tirez globalement il a fait un bon boulot. Et puis voilà. Et puis, comme Lula pourra pas tout... il essaiera de détruire ce qui a été fait, mais... Puis Lula, ça n'a jamais été un très mauvais, parce qu'il était patron syndicaliste au départ, si mes souvenirs sont exacts, mais dans un grand groupe scandinave. Qui avait des positions importantes au Brésil. Donc il a été formé au syndicalisme un peu scandinave, c'est-à-dire c'est pas la CGT, quoi. Oui, voilà, c'est une espèce de... une négociation. Une espèce de discussion où on prend, on donne, quoi, c'est ça. D'accord, donc plutôt positif. D'accord, bilan plutôt positif. En tout cas, on verra ce que ça va donner. Lula, effectivement, il aura pas du tout les pouvoirs qu'il voulait. Enfin, c'est une petite victoire à la Pyrrhus, quoi. Voilà. Il est sur le fauteuil. Maintenant, ce qu'il va pouvoir en faire, c'est il va pouvoir aller faire des voyages à l'étranger. Voilà, c'est ça. En tout cas, d'ailleurs, on a bien vu que c'était vraiment le candidat du système, même au niveau mondial, parce que il fait tout à fait partie tout le monde y allait. De sa petite photo avec Lula qu'il avait eu, que ce soit en 2003, 2005 ou plus récemment. Mais à l'époque, il sait pas. Puis lui, il avait été convaincu, je sais pas, d'une corruption, mais ensuite il y avait eu des problèmes avec la Cour suprême, je sais plus quoi. Puis la fille qui était après lui aussi avait été également virée pour mettons que la gauche brésilienne n'ait pas été insensible à la corruption, donc. Ouais. Mais ça se gêne pas les gens de gauche. Non, ça les gêne pas tellement. De toute façon, ils sont plus tellement à ça près, je pense. Mais enfin bref, élection suivante, Israël. Alors, je sais pas trop ce qu'on va pouvoir dire d'intéressant dessus. C'est la 5e en 3e sélection en 3 ans, non ? Ouais, il y a eu. Il devrait faire une élection par semaine, comme ça. Ouais, il y a eu énormément d'élections ces derniers temps. Donc dernièrement, c'était plutôt une espèce de bloc centre-gauche qui était au pouvoir. Et donc il y a eu des élections là, donc mardi, au moment où on tourne cette élection. Et Netanyahou a gagné avec une majorité apparemment de 65 sièges, donc c'est une coalition. Donc lui, il a 32 élus avec son parti. Et ensuite, il y a les orthodoxes qui en ont 14. Et bref, avec ce système de majorité, il a quelques sièges, les quelques sièges qu'il faut. Maintenant, on ne sait pas toujours si ça va tenir. Enfin bref, comment vous voyez cette élection ? Israël, c'est vraiment le système électoral israélien, c'est une histoire de fou, parce que c'est une espèce de proportionnel, donc ça veut dire que les partis complètement à l'extrême ont un rôle tout à fait extravagant. donc ça montre simplement que les élections à la proportionnelle, ça marche jamais, parce que ça donne le pouvoir à des gars qui sont ou là-bas, mais jamais au milieu, quoi. C'est très curieux. Qu'est-ce que ça m'inspire, si vous voulez, c'est quand vous allez en Israël, vous vous rendez compte que je crois que c'est le pays qui dépose le plus de brevets après les États-Unis ou un truc comme ça. C'est-à-dire on n'imagine pas la créativité scientifique qui règne en Israël depuis 15-20 ans. Et on ne s'imagine pas aussi le bien qu'a fait la présidence Trump à Israël, d'abord parce qu'ils ont ramené la capitale à Jérusalem. Bon, ça, c'était un vieux truc. C'est plus symbolique que réel, mais surtout, ils ont fait ce qu'on appelle les accords d'Abraham. C'est-à-dire ces espèces d'accords où l'Arabie Saoudite, les Émirats, Israël commencent à discuter pour collaborer dans des domaines économiques. Israël est par exemple à la pointe de tout ce qui est utilisation optimum de l'eau. Et dans ces coins-là, l'eau, c'est un peu un problème, quoi. Donc, c'est intéressant parce que vous vous rendez compte qu'il y a un rapprochement entre Israël et le monde sunnite.
une partie en tout cas du monde sunnite. Déjà, ils n'étaient pas vraiment en bonne compte, mais enfin, il y avait l'Égypte, ils se débrouillent pour contrôler le Sinaï à eux deux. Donc, je me demande si après deux générations de refus, Israël n'est pas en train d'être lentement mais sûrement accepté dans le monde arabe. Comme, bon, ils sont là, on va pas en faire une pendule, quoi. Ça fait trop longtemps qu'ils sont là, on va parler à autre chose, quoi. Oui, effectivement, plus ça fait longtemps qu'ils sont là, plus ils sont inscrits dans le statu quo. Et autant dans les années 70, ça avait 20-30 ans, donc c'était... Il y avait encore des gars qui avaient connu la période précédente, il y en a plus. Là, maintenant, à peu près tout le monde est né avec l'existence d'Israël, donc c'est sûr que ça concerne de moins en moins de gens. Ça concerne de moins en moins de gens, et puis les Palestiniens ne sont pas couverts de gloire à pas avoir d'élection, parce qu'il y a toujours le gars il y a le Fatah et l'autre qui se mettent sur la gueule depuis longtemps, mais le Fatah, je crois que comme l'autre parti avait gagné les élections, ils ont annulé les élections, ils n'ont pas fait d'élections depuis 5 ou 6 ans. Donc le patron du Fatah n'est pas légitime. Et les autres, pas vraiment non plus, puisqu'il n'y a pas eu d'élection. Donc les Palestiniens, à partir du moment où les subsides vont cesser d'arriver du monde arabe, il va falloir qu'ils fassent autre chose, quoi. Et après que payer les Palestiniens ne rien foutre, c'est le plus gros budget des Nations Unies. Ouais. De loi. De loi. Il y a une administration spéciale qui est de distribuer des subsides aux Palestiniens. Ah oui, je ne savais pas. Ah oui, c'est le plus gros budget des Nations Unies. Ça doit être 30% du budget des États-Unis. Je ne savais pas que c'était aussi c'est monstrueux. D'accord. Et donc, on a une troisième élection, donc c'est le Danemark. Alors, on a la confirmation donc de la victoire du bloc de gauche social-démocrate. Et alors, une fois n'est pas coutume, mais la victoire de la gauche dans l'Europe occidentale, pour une fois, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. C'est-à-dire que c'est un statu quo et il y a une question notamment sur laquelle tout le monde est à peu près d'accord, c'est la question de l'immigration. Et d'ailleurs, on constate que donc le parti historiquement qui est plutôt d'extrême droite, qui est très concerné par la question d'immigration, ils avaient eu un score maximal dans leur histoire en 2015 de 21%. En 2019, ça avait été mais ils ont pris des mesures pour la freiner ou pour forcer les gens à prendre le danois, etc. Et je crois que le Danemark ne touche des subventions que quand ils sont intégrés, en quelque sorte. Oui, non, mais ils ont un système donc à partir du moment où les mesures ont été prises, on n'a plus besoin du parti de droite. Exactement, donc là ce parti de droite qui faisait que parler de ça, ils sont aujourd'hui donc à 2,5%, donc c'est anecdotique. Ça nous fait penser à quelque chose. Donc si par hasard les gens s'attaquaient vraiment à l'immigration en France, est-ce que vous croyez que tous ces partis de droite disparaîtraient ? Possible, en tout cas le RN, je pense qu'il disparaîtrait. Donc eux, quelque part, on va essayer d'être sournois, ils auraient intérêt à ce que ça continue s'ils veulent survivre. Écoutez, en tout cas, je dis ça, je dis rien. C'est-à-dire on pourrait dire effectivement, en fait, attaquez-vous au problème de l'immigration, on commencera à voter pour vous. Après, il faut quand même rappeler le danger de l'extrême droite, et pour ça, il faut quand même la faire exister. Donc, il y a un double jeu à tenir qui est dangereux. Voilà. Donc, il faut maintenir l'extrême droite pour éviter que la droite normale ne vienne au pouvoir. Mais il faut pas. Donc, il faut continuer à avoir de l'immigration pour qu'ils aient un os à ronger. Donc, est-ce que l'immigration, c'est un grand complot de la gauche ? Je dirais pas que c'est un complot, mais enfin, en tout cas... Ça y ressemble. Ce qui est sûr. Je sais pas si ça y ressemble. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un grand laisser-faire. Et en tout cas, la gauche danoise a décidé depuis quelques années d'arrêter de laisser faire. Et ils ont un programme vraiment qui ferait pâlir le RN, tellement pour moi, c'est hallucinant. Donc, grosso modo, quand un parti de gouvernement sérieux fait le boulot de faire respecter la souveraineté des frontières... la droite malséante disparaît. Ouais. Donc ensuite, on revient un petit peu au clivage qu'on avait connu plus au XXe siècle, c'est-à-dire qu'on est plus sur des clivages peut-être de mœurs ou clivage économique, des trucs comme ça. Le truc habituel. Et c'est-à-dire que je trouve que c'est un clivage peut-être plus sain dans une société où les débats peuvent être, selon moi, plus apaisés. Mais c'est le débat entre la nation et le peuple. La droite est censée représenter la nation dans son histoire depuis
la nuit des temps, et la gauche est censée représenter le peuple d'aujourd'hui. Donc c'est la différence entre ceux qui se rattachent au monde d'il y a 500 ans et ceux qui ne vivent qu'aujourd'hui. C'est un débat parfaitement légitime. Mais donc voilà, confirmation que le bloc de gauche reste au pouvoir, et donc écoutez, moi Mais chez nous il serait interdit le bloc de gauche. Je leur souhaite bonne chance. Donc, on va arrêter avec toutes ces élections-là. Enfin, quoique, on a quand même les midterms. Ça va être intéressant. Dans peu de temps, ça va être intéressant. Dans toutes les élections, il y a une espèce de sous-estimation, mettons, de la population de gens qui votent de droite. Parce que c'était un peu comme le Front National en France il y a 20 ou 30 ans. Ils faisaient toujours mieux que les sondages parce que les gens disaient pas qu'ils votaient pour le Front National. C'est-à-dire qu'ils regardaient à gauche et à droite, puis ils allaient foutre leur ticket pour le Front National. Et j'ai l'impression que maintenant, comme on est dans une atmosphère de quasi-guerre civile, si vous dites que vous êtes à droite, vous risquez de vous faire virer de votre boulot, n'importe quoi, si vous êtes dans un grand groupe. Donc, vous dites que, bien entendu, vous votez pour les démocrates, et peut-être ils vont pas tous voter pour ce qu'ils ont dit, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a une espèce de prime aujourd'hui qui est donnée à la gauche dans les intentions de vote. Ce qui est certain, en tout cas, parce que, effectivement, alors, il y a aussi la méthode des sondages qui jouait dans cette faveur, parce que, forcément, il n'y avait pas Internet avant, donc on était obligé de parler avec les gens directement, que ce soit au moins par téléphone, ou sinon aller les voir directement. Et puis, ils savaient que... Maintenant, avec Internet, c'est sûr qu'on cache un petit peu moins son vote, on se dit, on s'en fiche. Oui, on cache son vote, mais vous savez, on retrouve très bien par qui vous êtes, par l'intéressé, ils ont voté, ils peuvent voter. Oui, mais c'est quand même un peu moins marquant de se dire, il va connaître mon adresse IP plutôt qu'il va connaître mon numéro de téléphone. Enfin, c'est pareil, hein. Mais oui, en vrai, c'est pareil. Mais bon, il y a peut-être moins... Il y a un peu plus de distance, disons, par Internet. En tout cas, ce qui est certain, effectivement, c'est en cela qu'on sait que l'opinion de gauche n'est pas l'opinion majoritaire, mais que c'est l'opinion dominante. C'est que si vous êtes... si vous avez des opinions politiques, vous avez beaucoup plus de chances de vouloir les cacher si vous êtes de droite que si vous êtes de gauche. Donc ça, c'est certain. Écoutez, mon expérience, c'est avec tous les gens avec qui je commence à avoir un peu d'expérience, c'est... vous commencez à en avoir un petit peu. C'est que si vous n'avez pas d'opinion... C'est que vous êtes de droite. C'est que vous êtes de droite. Si vous dites, oh non, moi, ça m'intéresse pas ces trucs-là, c'est que vous allez voter dès demain pour Le Pen, quoi. Donc, ça me fait toujours rigoler. J'ai pas d'opinion, je me dis, bon. Voyons. Ouais, en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Ça va être très intéressant aussi sur la façon dont les gens aux États-Unis, ce qui est très nouveau aux États-Unis, ont peur d'exprimer leurs opinions. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais existé aux États-Unis à cause du premier amendement de la Constitution qui garantit la liberté de parole. Mais enfin, on garantit la liberté de parole, surtout pour ceux qui veulent empêcher les autres de parler. Mais ceux qui veulent parler, là, ils ont du mal, quoi. Oui, parce on voit dans le nombre d'universités où il y a des conférenciers de droite, entre guillemets, qui viennent faire des conférences et la gauche les interdit en leur lançant des cailloux ou en cassant tout. C'est pas vraiment de la liberté de parole. Et l'administration de l'université ne dit rien. Oui, absolument. Oui. Elle dit rien, voire même elle encourage. Elle dit attention, on va faire venir... Et effectivement, c'est un phénomène qu'on voit aux États-Unis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de loi pour interdire tel ou tel pan de la liberté d'expression. C'est que vraiment des propos vraiment très graves. Mais on peut les punir après. Oui. C'est-à-dire quelqu'un peut dire n'importe quoi et ensuite il peut être attraqué pour diffamation, etc. Mais on peut pas interdire à quelqu'un de parler avant qu'il ait dit. C'est-à-dire oui, absolument. Et il y a pas de loi pour dire ce que vous avez dit, c'est méchant, donc vous n'avez pas le droit de le dire. C'est les appels à la violence et les trucs comme ça qui sont interdits. Les appels à la violence, c'est... Mais il se passe des choses curieuses même dans le droit aux États-Unis, parce que vous savez cette histoire quand il y avait eu cette quasi-émeute le 6 janvier au Capitole, etc. Eh bien, il y a des gens qui sont en tôle depuis et qui n'ont toujours pas été jugés et qui n'ont toujours pas, on ne sait pas de quoi ils sont accusés. Je crois que ça va être la première fois. Non, il y avait eu aussi des Japonais qui avaient été mis dans des camps de concentration aux États-Unis dans les années 40, 42, 43 parce que ils étaient japonais, donc ils risquaient de trahir, donc on les avait collés dans des camps, ce qui était un abus de droit extraordinaire. Et là, on a mis des gens, je crois, il y a l'habeas corpus aux États-Unis, en principe, on n'a pas le droit de vous mettre en tôle. Si vous n'avez pas un jugement rapide, et bien là, il y a des gens qui sont en tôle depuis 2 ans dans des conditions très douteuses. Et je trouve ça, c'est une nouveauté aux États-Unis, que l'État se permette
d'enfermer des gens sans qu'ils aient jugé, ça me rappelle Assange. Assange, c'est un journaliste qui a fait son boulot et qui risque de se retrouver en prison à vie aux États-Unis, alors qu'il n'est pas américain, parce qu'il a dit des choses horribles sur ce qu'avait fait l'État profond américain. Mais ça, c'était son boulot de journaliste. Donc il y a toute une série de choses qui se passent aujourd'hui. Il est temps que les États-Unis se reprennent et retournent vers une justice aveugle, pas une justice qui ne regarde qu'à gauche. Mais effectivement, c'est très embêtant. C'est embêtant et c'est symptomatique, je pense, de ce que devient la société américaine et de ce que l'État américain se sent obligé d'être, c'est-à-dire qu'on est dans une société où on avait déjà évoqué ce thème-là, la gauche et la droite aux États-Unis passent de plus en plus d'adversaires à ennemis. C'est de plus en plus irréconciliable. Oui, c'est beaucoup plus la gauche qui trouve que les autres sont irréconciliables et qui les attaque, parce que par exemple, s'il y a des troubles à l'ordre public qui sont faits par des gens de droite, ils sont immédiatement arrêtés, etc., comme on l'a vu pour le 6 janvier, là. Mais s'il y a des troubles qui sont faits par Black Lives Matter, à ce moment-là, ils peuvent foutre au feu et à sang le centre de ville sans que personne ne dise jamais rien. Et donc, l'impression que j'ai, c'est qu'on a la même chose en France, c'est qu'un trouble à l'ordre public ou un attentat qui est commis par la gauche, c'est beaucoup moins grave que si elle est commise par la droite. Et je trouve que la seule chose qui compte, c'est l'attentat. Oui. Les intentions derrière l'attentat, ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir quels sont les motifs, etc. Mais enfin, de les juger différemment selon si ce sont... C'est complètement fou. Oui. Non, ça c'est effectivement... Vraiment... Et ça, on le voit dans la justice partout. Et comme justement, la gauche, en tout cas, même de manière générale, les deux camps sont de plus en plus irréconciliables, l'État se sent obligé d'être beaucoup plus dur, et à ce moment-là, on ne vit plus du tout dans une démocratie libérale. On n'est plus en démocratie du tout, oui, on voit bien, par exemple, Trump n'a jamais réussi à reprendre le contrôle du ministère de la Justice. Il a été martyrisé, on l'a traîné pendant 3 ans avec le truc Mueller, on l'a empêché de gouverner. Et il n'y a jamais rien eu, on n'a jamais rien pu prouver. Mais ça n'empêche... On l'empêchera très probablement de se représenter en 2024. Bon, il ne pourra pas, parce que ça, il ne pourra pas se présenter aux États-Unis. Il y a des crimes qui sont parfaitement prévus. Et pour l'instant, on l'a convaincu de rien du tout. Ouais. Donc je crois qu'ils vont avoir du mal, mais moi je crois enfin je me trompe peut-être, mais je crois qu'il va y aller. Et s'il y va, ce que disent les gars du sud des États-Unis qui le soutiennent tous, c'est qu'il va mettre en tôle toute une série de fonctionnaires du ministère de la Justice, du FBI. Il s'est dit, j'ai fait une erreur la dernière fois, j'ai pas nettoyé le FBI, j'ai pas nettoyé le CIA. Et là, à mon avis, ça va être le grand coup de torchon. Enfin. Oui, mais c'est pour ça peut-être que la gauche risque d'être encore plus vigilante vis-à-vis de lui, parce que peut-être elle va se dire, il va peut-être pas faire les mêmes erreurs 2 fois, quoi. Non, là il s'est fait avoir. Il avait nommé un sénateur Sessions qui était de l'Alabama, qui était bête comme un âne qui recule, qui a immédiatement, dès qu'on a commencé à être avec Trump, a dit, moi je suis pas... j'ai un conflit d'intérêts, donc je m'en occupe pas. Donc il a laissé tomber Trump, mais 1 semaine après l'élection, quoi. Littéralement. Donc là, il mettra, à mon avis... Un mec plus commode. Mais un type qui saura faire marcher les gens au pas, quoi. Mais c'est très curieux. Moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est cette dérive du pouvoir judiciaire dans tous nos pays. Effectivement. Et aux États-Unis, ça commence aux États-Unis, mais c'est tellement flagrant que c'est étonnant, quoi. Et alors, je voudrais évoquer autre chose, un sondage, encore une fois. Alors, les sondages, ça vaut ce que ça vaut, mais enfin, moi, je leur accorde une certaine valeur à l'instant T, malgré tout. Apparemment, les Britanniques estiment à 57% que le Brexit était une erreur, et c'est le pourcentage le plus haut qu'il y a eu, justement, depuis que le Brexit a eu lieu. Est-ce qu'on assiste à une sorte de crise du Brexit, une crise de l'opinion en Grande-Bretagne ? Moi, je crois que si vous voulez, si je peux me permettre, on me dit que la Grande-Bretagne va mal économiquement. Oui, elle va mal économiquement, mais elle va pas plus mal que la France ou l'Allemagne. Hein. Expliquer que c'est le Brexit qui a créé le merdier d'Angleterre, c'est pas du tout le Brexit, c'est des politiques monétaires débiles. Je vous en donne un exemple qui m'a fait pleurer, pas de rire, mais de désespoir. Il y a eu une interview, vous avez peut-être vu,
de Madame la Présidente de la BCE, Madame Lagarde. Oui, qui disait... Qui disait, alors là, il s'est passé un phénomène. D'un seul coup, il y a eu de l'inflation, on ne s'y attendait pas du tout. Mais d'un seul coup, et vous dites, ah, vous s'y attendez pas du tout. C'est là qu'on voit qu'elle n'est pas du tout abonnée à l'Institut des libertés. Donc la masse monétaire quadruple en l'espace de 5 ans, et vous vous étonnez qu'il y a de l'inflation. Non mais, ou elle est bête, ce qui est une hypothèse, et elle comprend rien, ou alors, si vous voulez, quand j'entends quelqu'un me dire la masse monétaire a quadruplé et les prix montent, et personne ne m'avait prévenu, je lui dis, mais il faudrait peut-être lire, je sais pas... écoutez 1 ou 2 fois Milton Friedman, l'inflation est toujours un phénomène monétaire, enfin je veux dire. Donc c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Je pense même qu'on l'apprend dans la première heure de la première année de licence d'économie ou même de cours d'économie, c'est vraiment Economics 101, c'est bravo, c'est votre premier jour de cours. Premier truc qu'on apprend, c'est augmentation de la masse monétaire égale inflation. Enfin, égale inflation. Donc alors la Bécassine avec des grands yeux ouverts me dire alors là, stupéfaction générale à Francfort. Mais alors mais qu'est-ce qui se passe? On m'a menti, les prix montent. Enfin, ça fait rien, son salaire est monté de 8 ou 10%, puisqu'il est indexé sur l'inflation, contrairement à celui du pauvre travailleur, mais elle est gagnante, quand même. Non, mais c'est extraordinaire. Quand on voit ce niveau d'incompétence, on se dit, mais soit ils me prennent pour un imbécile. J'ai vu aussi qu'il y avait une commission d'enquête, la commission d'assemblée, je sais pas, qui voulait aller faire une enquête sur les grands magasins, enfin les supermarchés, hypermarchés, etc. Parce qu'à leur avis, c'était eux qui faisaient monter les prix. Donc on retrouve à l'idée que le commerçant s'en fout plein les fouilles et ruine le pauvre commerçant, lui, si on lui achète un truc, il achetait un truc à 20, il le vendait à 25. Si on l'achète à 40, il va le vendre à 50. Hein, ça, nice. Il fait va conserver sa marge. Quoi, et voilà, mais c'est pas ça. Puis en plus, si vous avez plusieurs magasins qui se font concurrence, s'il y en a un qui monte ses prix tout seul, parce qu'il veut augmenter ses profits, les gens vont aller ailleurs. Ça s'appelle la concurrence. Oui. Oui. On n'a pas ça dans l'administration, ou alors il y aurait eu peut-être une conspiration de tous les commerçants qui sont tous dit, bon les gars, on va tous les fumer, on va tous les plumer, on va tous augmenter nos prix. Alors s'ils augmentent tous leurs prix en même temps et que les salaires n'augmentent pas, ils vont tous gagner moins d'argent parce que les gens vont acheter moins. Parce que le niveau de vie n'aura pas monté. Donc il y a quand même... vous savez... Le niveau de la connerie est quand même très important. Ah oui, celui-là aussi, il est en inflation. Hein. C'est vérifiable. Oh là là, l'inflation de la connerie, c'est la pire. Enfin voilà, je voulais évoquer juste ce petit truc du Brexit. Bon, probablement que si les Britanniques n'étaient pas sortis de l'Union européenne, peut-être que dans la situation actuelle, justement, ce mécontentement aurait été dirigé contre l'Union européenne. Et comme c'est pas le cas, c'est dirigé vers le Brexit. Pour une fois, ils peuvent pas dire c'est la faute des Français. Oui, pour une fois, oui. On dit toujours c'est la faute des Anglo-Saxons, là, c'est la faute des Français. Ça va. Effectivement. Alors j'ai trouvé aussi un autre truc, une étude intéressante, je voudrais savoir ce que vous en pensiez. En gros, c'est un chercheur américain en sciences politiques à l'université de Chicago qui a fait une petite thèse en fait pour essayer d'estimer le PIB réel des pays autoritaires ou voire même dictatoriaux. Et pour ça, en fait, vous dites souvent que en fait, l'économie, c'est de l'énergie transformée, qu'il y a un rapport de 1 à 1 entre l'énergie et le PIB. En fait, il y a une dérive d'à peu près 3% par an qui est la productivité énergétique. C'est-à-dire que si au départ, vous mettez 1 à 1, puis l'année d'après, ça sera de 1 à 0,97, et ainsi, parce que dans le fond, au fur et à mesure qu'on fait des progrès technologiques, on utilise de mieux en mieux l'énergie. Mais c'est à peu près 2 ou 3% par an la productivité énergétique, et encore. Donc, c'est pas du 1, mais c'est du 1 à 0,97, 0,94. Oui. Voilà, enfin, on est à une corrélation qui est quasiment une causalité, quoi. Absolument. Bref. Et donc, lui, il a essayé, il a trouvé un indicateur. En fait, il a mesuré l'activité lumineuse des pays. Ah oui. Donc, avec les satellites, donc quand il fait noir, les pays qui ont de l'électricité, ils s'allument la nuit, et les pays qui n'en ont pas, ils s'allument pas forcément. Et donc, il a essayé il a mis donc un rapport entre l'activité lumineuse et le produit intérieur brut dans les démocraties normales. Il a trouvé des chiffres assez cohérents, et ensuite dès qu'il s'intéressait aux pays autoritaires, il trouvait que
Ah bah là, c'est pas exactement les mêmes rapports que je trouve, et souvent les PIB sont augmentés artificiellement d'environ 35% par rapport à l'activité, par rapport à ce que voudrait dire en tout cas l'activité lumineuse. Et il a, par exemple pour la Chine, trouvé que le PIB chinois, selon cette mesure, était surestimé d'environ 40%. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là, de cette théorie ? Bah, je sais pas, parce que moi j'ai été en Chine. J'ai vécu à Hong Kong une dizaine d'années. Quand je vous raconte toujours les mêmes histoires parce que je suis vieux et gâteux, mais la première fois que je suis allé à Canton, ça devait être il y a 30 ou 40 ans. Donc j'étais dans un vieil hôtel, il y en avait qu'un, qui datait du temps des colonies. Et il y avait 4 étages, et puis j'ai ouvert mes volets le soir, et il n'y avait pas de lumière. Hein. La ville était bruyante comme pas possible, parce que les Chinois sont bruyants, c'est pas croyable. Mais vous ouvriez, ça faisait un chahut noir, mais vous voyez rien, il n'y avait rien. Vous allez aujourd'hui à Canton, c'est Las Vegas, et vous allez dans toutes les villes de Chine. Donc, alors ce qui est possible dans son analyse, c'est qu'à peu près la moitié de la population chinoise a été transportée depuis 25 ou 30 ans des campagnes à la ville. Mais il y a encore à peu près une bonne moitié de la population, oui, par là, qui vit encore à la campagne. Et là, ils ne doivent pas faire beaucoup de lumière. Hein, je ne sais pas si on a installé beaucoup de trucs pour avoir de la lumière. Donc, c'est peut-être aussi... Il ne faut pas oublier que, par exemple, en France, aujourd'hui, il n'y a plus que 3% de la population française qui est paysanne, quoi. Oui. Oui, donc, c'était plus de 30% il y a 40 ans, il y a 50 ans. Et donc ces gars-là, dans la campagne, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Moi, je me souviens, j'allais dans un petit village dans le Midi, entre Nîmes et Montpellier, quand j'étais enfant, il n'y avait pas d'éclairage la nuit, quoi. C'était... on se promenait, il faisait chaud, mais on voyait rien, quoi. Donc, maintenant, il y a de l'éclairage. Mais donc, je sais pas, est-ce qu'ils ont l'explication ? Parce que j'ai du mal à comprendre ça, parce que je vois très bien les progrès extraordinaires qui ont été faits. Par exemple, il n'y avait pas de classe moyenne en Chine au moment où je suis arrivé il y a 30 ans pour la première fois en Chine. Aujourd'hui, ils sont entre 300 et 400 millions qui gagnent 10-15 000 euros par an, donc il y a une vraie classe moyenne. Il y a des gens qui ont des voitures, il y a des gens... Donc, vous voyez les aéroports, les avions... Moi, je ne sais pas trop comment il fait son calcul de luminosité, mais à mon avis, il doit louper le... Après, il dit évidemment que c'est perfectible et que ça ne vaut pas vérité absolue. Hein. L'idée est intéressante, mais ça ne correspond pas à mon vécu, quoi. Parce que je vous assure, je me suis baladé. Il y a des villes dont vous n'avez jamais entendu parler. Il ne faut pas oublier qu'un truc comme Pékin... Hein, quand je suis arrivé la première fois, ils étaient en train de faire le 2e périphérique. Avec des vélos. Hein. Mais j'aurais dit, pour un 2e périphérique. Je leur ai dit, pourquoi vous faites un 2e périphérique ? Il n'y a pas de voiture. Quand je suis arrivé 5 ans après... il y avait des voitures. Il y avait des voitures, et ils étaient en train de faire leur 5e périphérique. Ils en sont au 7e aujourd'hui, je crois, quelque chose comme ça. Et Pékin, la zone urbaine de Pékin, c'est la taille de la Belgique. Oui, et vous avez des villes où j'ai été, je ne me souviens plus du nom, il faudra que je demande à mon fils, là. Où il y a 60 millions de gens. La plus grosse ville du monde est en Chine, enfin la zone urbaine, 60 millions de personnes. Et je vous assure qu'il y a de la lumière. Donc, il y a quelque chose qui me gêne dans cette étude. Le fait que la lumière soit récente en Chine veut dire qu'elle n'est peut-être pas encore diffusée comme elle a été diffusée dans tous nos pays, comme là ce que j'essaie de dire. Peut-être. Après, même si elle est surestimée, admettons, de 30-40%, ça n'exclut pas qu'il y ait eu une croissance extrêmement forte ces 40 dernières années. Ce qui s'est passé en Chine est sans exemple dans l'histoire. Ils ont déplacé 500 millions de personnes pour passer de la campagne à la ville. Ils ont créé des zones entières de gens où les gens habitent. Alors évidemment, il y a des endroits où ils en ont fait trop, parce que vous ne pouvez pas créer 20 millions de logements par an sans avoir de temps en temps un petit excédent de stock qui traîne dans un coin. Mais je me souviens, j'étais avec mon fils, on était à Pékin, et avec sa mère. Et il me dit, moi j'étais à l'université à Pékin, il y est passé 1 an. Et il dit, j'étais à l'université à Pékin, je vais vous amener de l'université à Pékin et dans le quartier turc. Parce qu'il y avait un énorme quartier turc à Pékin, parce que les Turcs et les Mongols c'est pareil, donc c'était le quartier turc. Et donc, il nous amène, il dit, je reconnais rien. Eh ben, il n'y avait plus de quartier turc à Pékin. Je ne sais pas où ils les ont foutus. Non, mais je veux dire, il y avait des buildings partout, c'était tout neuf, mais il n'y avait plus de quartier turc.
Donc, de temps en temps, il se passe des trucs curieux en Chine. J'ai déjà vu même des vidéos en accéléré où ils sont capables en fait carrément de déménager un centre commercial entier, c'est-à-dire ils les mettent sur des espèces de trucs qui les portent comme ça, qui ont des roues, et en fait lentement ils ont fait un train rapide d'un côté à l'autre de la rue. Ils ont fait un train rapide entre Shanghai et son aéroport ou je sais plus quoi, et au milieu il y avait le vieil opéra de Pékin qui avait été fait par les Britanniques. Donc ils ont pris l'opéra, ils l'ont monté, ils l'ont mis sur des roues, puis ils ont été le mettre à 1 kilomètre. Je trouve ça... Non mais on se marre, mais ils ont fait un pont. Vous savez, il y a le Pearl River Delta, vous avez Hong Kong, Macao et puis Canton. Donc c'est un énorme truc dans lequel il y a 100 millions de personnes à peu près, où ça va. Et puis vous avez là une croissance de 10-12% par an. Bon, et ben ils ont fait un pont entre Hong Kong et Macao. Un pont. C'est-à-dire que... Mais ça doit faire, ce pont, il doit faire, je sais pas, 70 km de long, quoi. Ouais. Dans l'eau. Oui. Donc vous vous dites, c'est bien, quoi. Oui, ça doit être le plus grand pont du monde, j'imagine. C'est le plus long, oui, c'est très marrant. Non, mais quand on voit ce qui se passe, on se dit, il y a des défis technologiques dont ils n'ont pas peur. Hein. Oui, effectivement. Oui, ils cherchent pas à préserver, je sais pas, les moules très rares qu'il y aurait dans l'eau, ou j'en sais rien, c'est pas là. Oui, c'est pas leur problème numéro 1, oui, c'est sûr. Les bouffes. Oui. Non, c'est sûr, oui, ils représentent à eux seuls 30% des émissions de gaz à effet de serre du monde entier. Oui, mais aussi, 30% des effets de gaz à effet de serre, mais aussi ce qui est très intéressant, quand on regarde la Chine, c'est que je crois que la Chine, il y a encore 2-3 ans, produisait en un an autant de ciment que les États-Unis avaient produit depuis le début de la Chine. Oui, il y avait une statistique comme ça qui était hallucinante. Ce qu'ils ont produit comme ciment, mais c'est fou, quoi. Ouais, c'est hallucinant ce qu'ils ont fait. Ils ont fait sortir des villes de terre en 3-4 ans. Enfin, c'est vraiment des trucs de dingue. Enfin bref, sujet suivant, nous avons la Russie. La Russie, on en a plus trop parlé depuis 3-4 semaines. Oui. On va pas trop parler du front ukrainien, mais on va plutôt parler de leur enquête sur Nord Stream. Donc, alors la Russie nous ont balancé ça comme ça. On leur avait pas forcément demandé, mais enfin ils nous l'ont dit quand même. Ils nous ont dit bon alors en fait nous on a enquêté, hein, on sait des choses sur Nord Stream que vous savez pas. Sur le sabotage de Nord Stream, ils ont dit donc c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a dirigé et coordonné les explosions de Nord Stream. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces allégations? Est-ce que elles sont d'abord, crédibles? ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que celle qui était première ministre pendant très peu de temps, oui, Liz Truss a envoyé un email, je crois, ou un SMS au ministre de la Défense américain en disant « It's done ». Ah oui. It's done. Oui, il y a des gens qui ont pu rater son truc et ils l'ont trouvé. J'imagine que c'est les services secrets russes, parce qu'il ne faut pas rigoler. Ça ne devait pas être facile à pirater le téléphone de la première ministre britannique. J'imagine qu'il était protégé, mais j'en sais rien. Avec les Anglais, on ne sait jamais. Mais donc, it's done. Et c'était 10 minutes après que ça ait sauté. Donc, it's done. What is done? Et elle ne l'a pas envoyé au président des États-Unis, elle l'a envoyé au ministre de la Défense américain. Mais ce qui m'amène à poser une question qui, moi, me gêne beaucoup, c'est cette espèce de guerre forcenée qu'on a, cette pression pour la guerre, pour le soutien de l'Ukraine qu'on a venant des États-Unis. Elle vient d'où? Parce que Biden est complètement gâteux. Oui, c'est pas... mais il est complètement gâteux. Donc, c'est pas lui qui donne les ordres. Mais si c'est pas lui, c'est qui? C'est qui, oui, c'est une question. Et pourquoi? Parce qu'il a été élu par personne pour donner, c'est tout ça. Donc on retrouve le même problème de la démocratie, c'est qu'on a mis des espèces de pantins qui prendront les coups si ça tourne mal. Mais qui donne les ordres? Qui a donné les ordres pour que cette guerre continue, alors qu'en mars, il y avait un accord pour un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, avec la transaction qui était faite par les Turcs. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il y a des gens aux États-Unis qui veulent absolument que cette guerre continue, pour des raisons que je comprends pas bien. Mais qui sont-ils? Et pourquoi les journalistes ne cherchent-ils pas à le savoir? Qui y a derrière? Qui sont-ils? Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez extraordinaire. C'est un petit peu, si vous voulez, comme à la cour de Louis XV. Il y avait ceux qui suivaient Madame Pompadour, qui voulaient faire l'alliance, je ne sais pas qui, avec l'Angleterre, et puis il y avait ceux qui suivaient les catholiques qui voulaient faire l'alliance avec l'Autriche-Hongrie, enfin j'en sais rien. Donc il y a des espèces de cabales comme ça qui se passent en douce.
Mais c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est qu'il y a un type qui vient, qui dit écoutez, moi je suis le président, je prends la responsabilité. Oui. Mais le pauvre vieux, il se perd. Je sais pas si vous avez vu l'image. Non, mais Biden, on en voit 2-3 fois par semaine. Je sais pas pourquoi on lui fait faire des discours encore, et à chaque fois il va d'un côté. Oui, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit que il y avait une guerre en Irak. Non, il voulait dire en Ukraine. Oui, qu'en gros l'inflation c'était à cause de la guerre. Mais il y avait une guerre en Irak et que c'est là que son fils était mort. Oui. Mais bougez pas, son fils il est mort d'un cancer du cerveau aux États-Unis. Oui. Donc le type il est complètement gâteux. Il vit dans un monde parallèle. Il s'est perdu sur la pelouse de la Maison Blanche. Oui. Ils avaient été planter un arbre pour le jardinier qui prenait sa retraite après 40 ans. Et il est allé se promener d'un seul coup, il est parti comme ça. C'est terrible, et il veut quand même se représenter en 2024. Oui, ça c'est... Il est incapable. Déjà, après la campagne précédente, il ne l'a pas faite, parce qu'à cause du Covid, il est resté dans sa cave tout du long. Et on a fait tout ce qu'il fallait pour que Trump soit battu. Bon, très bien. Mais là, on ne pourra pas le sortir. Hein. Non, mais il est complètement gâté. Et le pire, c'est que Kamala Harris est encore pire. Oui, elle n'est pas sénile, elle est bête. Oui, c'est un autre problème. Mais donc les deux principales personnes de l'exécutif aux États-Unis, qui est une des 3 branches de gouvernement, sont totalement incompétentes. Et donc ça amène à la question, mais d'abord, qui les a amenés là, et 2, qui donne les ordres. Moi, je serais officier, je serais pas quoi, je dirais, écoutez, vous êtes gentil, mais qui donne les ordres ? C'est effectivement, oui, c'est une question qu'on s'est plusieurs fois posée dans ce studio. Je ne sais pas si c'est un individu, 2 individus, 3 individus, un gros groupe d'individus, je ne sais pas. Parce qu'il faut bien voir à qui bénéficie cette guerre, à l'industrie de l'armement aux États-Unis, au Boeing, au Lockheed, à tous ces gars-là. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire, en ce moment, ils touchent des dizaines de milliards, parce qu'on file des armes gratuitement à l'Ukraine, mais c'est pas eux qui les filent. C'est le gars, le payeur d'impôts américain, qui paye les armes à Lockheed, et Lockheed qui envoie la note au gouvernement qui le paye, et ensuite, les armes partent pour l'Ukraine. Donc, ça fait la fortune de 5 ou 6 groupes industriels qui sont des marchands de mort. Oui, c'est sûr. Il y a des sacrés conflits d'intérêts dans ce bordel. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait pas impliquer. J'ai des gros problèmes avec la base de la démocratie, c'est ce qu'on appelle en anglais, il n'y a pas vraiment de mot, c'est le accountability. C'est-à-dire, accountability, ça veut dire qu'on vous rend responsable. Oui. C'est-à-dire que vous êtes responsable des décisions que vous avez prises. Mais si maintenant on vient me dire, mais qui est responsable des décisions qui ont été prises, c'est pas Biden puisqu'il est gâteux ? Je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, oui, c'est sûr, on ne peut pas se dire raisonnablement que ce type prend réellement toutes les décisions. Mais il serait dans un business, il aurait été viré depuis longtemps. Le conseil d'administration s'est réuni, on leur a dit faites 2 plus 2, ça fait combien ? Et puis... déjà, il aurait eu 73 ans, on lui aurait dit bon, vous êtes gentil, monsieur Biden, mais enfin, retraite bien méritée, allez, au revoir. Moi, j'ai été viré à 70 ans du conseil où j'ai été à la SCOR. Ah ouais ? Ah ouais, il y a une limite d'âge, 70 ans, boum, allez hop. On a mis une femme à ma place. Quelqu'un de compétent. Oui, bon. Peut-être, ça peut arriver. Ah oui, ça peut arriver. Non, mais j'ai pas dit que c'était mal. Hein. Mais je veux dire, celle qui m'a remplacé, c'était une femme. D'accord. Très bien si elle est compétente. Alors, plus que moi. On n'est pas à court de conflits dans le monde entier. On a l'impression que ce conflit en Ukraine a... à libérer quelques énergies. Ouais, à libérer quelques énergies. Il y a peut-être une forme de mimétisme. On se dit, bon, ça se bastonne de ce côté-là. Bon, on va peut-être. Et surtout, on se dit, comme le gendarme est occupé là, je peux aller taper sur la gueule de mon voisin parce qu'il va pas venir me taper dessus. Il y a de ça, forcément, il y a de ça. Donc, nous avons, en l'occurrence, je voudrais évoquer 2 situations, celle de la Corée et celle de l'Iran avec l'Arabie Saoudite. On va commencer avec la Corée. Donc pour l'instant, on n'a pas grand-chose de très concret, c'est-à-dire qu'on a... Non, ils balancent des missiles dans l'eau. Voilà, à 60 km. 60 km au-dessus d'une île sud-coréenne. Bon. C'est ça. Alors, il faut savoir que la Corée du Sud, depuis toujours, elle a du mal à nourrir sa population. Donc l'un des scénarios les plus éprouvés dans la diplomatie internationale, c'est qu'ils balancent 3 ou 4 bouts de casserole dans l'eau à partir d'une fusée, quoi. Et ensuite, ils vont demander de la bouffe. Ils veulent acheter du... Alors, il ne faut pas oublier que le prix de la bouffe est beaucoup monté récemment. Donc, ils ont peut-être du mal... Il ne faut pas oublier qu'il y a une dizaine d'années, il y avait une famine épouvantable, hein, quand ils n'avaient pas pu faire importer.
Donc je crois qu'en envoyant ces 3 casseroles dans l'eau, il est en train de dire, dites les gars, moi j'ai besoin de nourrir ma population, donc vous allez me faire des subventions sur le blé que vous allez me vendre. Donc ça me donne pas trop de soucis. Je sais très bien pourquoi il le fait, quoi. C'est le truc habituel. C'est un truc que j'ai déjà vu. D'accord, donc pour vous, c'est pas tellement militaire, c'est pas tellement géopolitique. Je peux me tromper, mais ça veut dire que les réserves de blé doivent être basses en Corée du Sud, quoi. En Corée du Nord. D'accord, ouais. Et qu'ils font comprendre aux gens qu'il est temps de leur permettre d'acheter un truc, qu'on leur donne, allez. D'accord. Ils veulent pas le payer, ça serait mal vu. D'accord. Je voudrais pas être très condescendant envers Kim Jong-un, mais il y a d'autres manières de s'exprimer. Ah non, lui, il comprend très bien ça. Là, il le fait très bien. Okay. Il appuie sur des boutons pour... on va faire le truc, on va envoyer un missile vers le Japon, puis les Japonais comprendront, ils nous enverront un petit peu de riz, et puis... D'accord. Non, j'ai pas de soucis, ça. Les autres pays autour, donc le Japon et la Corée du Sud... ils font les bruits qu'il faut. Ils font les bruits qu'il faut, ça va sans dire. Hein. Tout le monde dit, mais quelle horreur, mais qu'est-ce qui lui arrive, c'est encore un dictateur fou. Mais tout le monde sait très bien pourquoi il fait ça. C'est pas le genre de truc qui m'inquiète. D'accord, donc pour vous, c'est purement alimentaire, quoi. C'est vraiment... ça fait partie du jeu. Ok. Non, mais c'est pas... D'accord. Non, c'est un pays parfait. Il avait fait, c'était son oncle, je crois, ou le mari de sa tante, qu'il avait fait bouffer par des chiens il y a quelques années, des chiens sauvages, quoi. D'accord, ouais. Il a une façon de tuer les gens qui est parfaitement... Ouais. Il a fait toutes ses études en Suisse, je me rappelle. Ah oui, il avait fait ses études en Suisse. Il a fait toutes ses études en Suisse. Ça doit être là, du côté tire sur le côté démocrate. Oui, ça doit être ça, oui. J'allais le dire, ouais. Je pense qu'il en a retenu quelque chose. Oui, il a fait toutes ses études en Suisse. Alors, nous avons un autre théâtre d'opération, peut-être pour bientôt. Donc, nous avons les services américains. Alors, on les croit, on les croit pas. On les croit pas. Bon, on est libre de ne pas les croire. Ils estiment de plus en plus probable qu'il y ait une attaque de l'Iran sur l'Arabie Saoudite. Donc, est-ce une réelle possibilité ou est-ce que c'est une invention pure des services américains ? Alors, on va essayer de réfléchir 2 minutes parce qu'ils sont un peu comme les Coréens du Nord, ils sont assez prévisibles. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'Iran vient de livrer énormément de drones à la Russie qui marchent très bien. Ouais. Et qui sont en train de décimer l'armée ukrainienne et probablement les volontaires américains qui sont dans le coin. Et donc, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message ? Que comme l'Iran va attaquer la Russie, il faudrait peut-être que les États-Unis attaquent l'Iran avant qu'ils attaquent l'Israël. Ouais. Donc, on est en train de faire passer le truc à l'Iran. Si vous continuez à livrer des armes à la Russie, vous allez peut-être en prendre plein la gueule. Mais je ne crois pas une seconde qu'aujourd'hui les Iraniens aient peur. Vous pensez pas ? Non. Pourquoi ? Parce que chaque fois que les États-Unis ont attaqué quelqu'un, depuis 20 ans ou 30 ans, c'est les États-Unis qui ont perdu. Alors, c'est vrai que c'est souvent les États-Unis qui ont payé pour pas grand-chose. Après, ça peut quand même... je sais pas, en tout cas, pour les personnalités physiques qui sont au pouvoir, ça peut peut-être être un problème. Je veux dire, ils peuvent... ils ont déjà tué Soleimani, mais ça c'était Trump. Ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi des troubles en Iran, avec les femmes qui veulent se balader la tête dévoilée, ce qui me paraît assez raisonnable comme demande. Mais ce qui est agréable, quand on voit ça, si vous voulez, ces femmes qui se révoltent en Iran, on est émerveillé du soutien que leur donnent les féministes françaises, quoi. Ça n'arrête pas à la télévision, à la radio, les gauchistes. Un peu à demi-mot, mais enfin, il y a toujours une précision derrière. C'est nous, on se bat pour la liberté des femmes et de mettre le voile et de l'enlever. Donc il y a un peu le côté double jeu de moi, je me fâche avec personne. Oui, c'est en même temps. Mais donc, en tout cas, elles se battent très très peu pour Il y a très peu de manifestations devant l'ambassade d'Iran. Ouais, j'ai vu une petite manifestation l'autre jour, c'était au Trocadéro, ils étaient peut-être une vingtaine ou une trentaine, avec, du coup c'était intéressant, ils avaient les drapeaux d'avant la révolution de 79, donc avec l'espèce de lion dessus, avec un soleil derrière, qui est un drapeau plutôt joli d'ailleurs, mais bon, ils étaient vraiment pas nombreux, quoi, les pauvres. Oui, et donc moi je crois, si vous voulez, que... N'oublions pas aussi autre chose, c'est que l'Arabie Saoudite, on oublie l'Iran pour une seconde, mais l'Arabie Saoudite est en train de se rapprocher rapidement, d'Israël, ce qui est plutôt bien vu aux États-Unis, mais aussi de la Russie et de la Chine pour pouvoir vendre son pétrole
Donc on fait passer le message à l'Arabie Saoudite vaut mieux être copain avec nous que quelqu'un va les attaquer et qu'il ferait mieux d'arrêter leurs idées de vendre du pétrole en yuan ou en rouble. Donc il y a une double manœuvre. C'est d'une pierre deux coups. C'est d'un côté. Voilà, c'est un coup de billard à deux coups, mais c'est tellement visible que, à mon avis, les Saoudiens ils doivent ricaner dans leur coin, quoi. Après, selon moi, c'est le genre de choses où effectivement, en fait, ça peut être. Je pense une espèce de menace peut-être réelle à partir d'un point. C'est-à-dire que peut-être qu'en Iran, ils préparent quelque chose de pas net, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les Américains, derrière, ont la volonté de reprendre ce truc et de le remettre à leur avantage. Mais soyons parfaitement clairs, s'il y avait quelque chose de pas net qui se passait dans le domaine nucléaire, des fusées, etc., en Iran, ça fait longtemps que Tsahal aurait tapé sur l'Iran. Tsahal, c'est l'armée israélienne. Oui. Parce qu'eux, ils savent parfaitement ce qui se passe en Iran. Tout le monde sait que ça fait des années qu'ils sont parfaitement informés sur tout ce qui se passe en Iran. Donc, quand je verrai les Israéliens taper sur l'Iran, je me dirais, bon, ça sent le roussi, mais pour l'instant, ils tapent que sur la Syrie. Ouais. Ils bombardent Damas. Et il y a un autre scandale qui se passe, c'est que les troupes américaines qui sont dans le nord de la Syrie refusent de quitter la Syrie, qui est un État souverain. Qu'est-ce qu'elles font là-bas? Pourquoi elles y sont? Qu'est-ce qui leur donne le droit d'être là-bas? Ils sont encore nombreux, ils ont 8000, non, quelque chose comme ça. Alors que Trump leur avait donné l'ordre de s'en aller. Oui. Ordre qui avait été... Ils avaient dit oui, et puis l'armée américaine ne l'avait pas exécuté. Donc on avait assisté à l'époque, dans le cadre de l'État profond, à une désobéissance des officiers généraux américains. Ce qui est hallucinant, oui, ça devrait être le service le plus... Normalement, un officier, au lieu de faire ça, ou il donne sa démission, ou il exécute. Mais il ne dit pas oui, et puis il fait autre chose. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est intéressant. Après, encore une fois, on croit les Américains, on les croit pas. On est tout à fait libre de pas les croire. Maintenant, les Américains, ils ont quand même, ils avaient quand même aussi annoncé l'invasion de l'Ukraine, et c'est vrai que on n'était pas nombreux à les croire. Et non, moi, ce qui s'est passé de l'invasion de l'Ukraine, bien sûr, c'est puisque, oui, non, c'est-à-dire on a tous pensé que Poutine n'aurait pas le courage d'y aller, mais le courage, ne ferait pas la folie d'aller dans la guerre. Et on s'est tous plantés parce que pour lui, il avait dit d'ailleurs, c'est une question de souveraineté, souveraineté historique. Et puis c'est pas ça, c'est qu'il peut pas avoir des fusées à 3 minutes de Moscou, quoi, parce qu'il n'a pas le temps de répondre. Donc oui, on n'y a pas cru, mais moi, je sais pas, mais cette histoire de Arabie Saoudite, Iran, là c'est la capitale des sunnites, l'autre c'est la capitale des chiites, et c'est le plus vieux conflit qui traîne depuis 1200 ans à peu près dans le monde, ils adorent se mettre sur la gueule, donc que les États-Unis se donnent la peine de dire qu'il va se passer quelque chose, ça me paraît complètement farfelu, quoi. Ça me paraît complètement idiot. Mais peut-être je me trompe, hein. Peut-être les Iraniens ont vraiment l'intention de l'attaquer. Mais je vois pas du tout ce qu'ils auraient à gagner, quoi. Oui, mais après, parfois c'est vrai que on se posait aussi cette question avec Poutine, qu'a-t-il à y gagner Poutine en a très bien compris ce qu'il avait gagné. Il avait à gagner toutes les provinces russes de l'Ukraine. Ça, on savait très bien ce qu'il allait prendre. Hein. Là, je pense que ce que l'Iran aurait à gagner, c'est vraiment une hégémonie sur cette zone arabe du Moyen-Orient. Après, non, c'est pas la zone arabe, parce que quand vous regardez la carte, vous avez ce qu'on appelle le grand arc chiite qui part de Latakia, là, et qui descend justement jusque la côte est de l'Arabie Saoudite, où une grande partie des gisements de pétrole sont dans une partie chiite qui avait été conquise par le Ibn Saoud, là, qui en fait appartenait dans le temps à la Perse. Et donc, il y a toute cette espèce d'immense arc qui descend en passant par Bagdad, je crois que c'est Bassora, et puis ensuite l'Arabie Saoudite. Donc, c'est le vieux rêve des Iraniens, c'est de reconstituer et du coup de dominer complètement le marché du pétrole mondial. Ouais. Mais pour l'instant, ça ne paraît pas d'actualité parce que ils sont pas en position militaire très forte, quoi. Non, effectivement. Même à l'intérieur. Hein.
je ne l'en pense pas. Après, encore une fois, pour les États-Unis, ça peut être d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'en plus de ça, il y a une révolution en cours. Il y a une partie de l'armée qui, à mon avis, ne va pas être suffisante pour renverser le régime, mais il y a une partie de l'armée qui rejoint les révolutionnaires. C'est quand même un bon signe pour eux. Donc, il y a peut-être, du point de vue des États-Unis, encore un rêve de régime change. Et en plus de ça, de remettre l'Arabie Saoudite dans son giron, ce qui ne semble plus tellement être le cas. C'est ce que je vous dis. À ce moment-là, ils font du bruit, mais honnêtement, ça me paraît à peu près aussi sérieux que les menaces du Coréen du Nord. Là. D'accord. C'est pour ça moi, que c'est essayer de rappeler aux Saoudiens qui les payent. Mais je crois que la nouveauté qui se passe dans le monde et dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que plus personne n'a peur des États-Unis. Plus personne, vous pensez ? Je pense que... Il y a peut-être quelqu'un qui a peur ici ou là, mais plus personne n'a peur des États-Unis parce qu'ils sont tellement couverts de ridicule. En Afghanistan, en Irak, en Syrie, ils ont perdu tous leurs trucs, etc. C'est vrai. Donc tout le monde se dit, c'est un mauvais moment à passer, mais c'est une planche pourrie. Quoi. Ouais, peut-être. Pour moi, c'est la nouveauté extraordinaire qui se passe, c'est que les gens n'ont plus peur des États-Unis. Et non seulement ils n'ont plus peur, mais quand vous parlez des gars du Moyen-Orient, ce qui m'arrive de faire de temps en temps, ils les détestent. C'est-à-dire que pour la première fois, il y a une détestation du Moyen-Orient pour les États-Unis qui me rappelle celle qu'il y avait pour les Anglais il y a 60 ans. Mmh. C'est très curieux. Les États-Unis sont à la fois méprisés et ne font plus peur. Ça, c'est très curieux. On verra ce que ça donnera. En tout cas, c'est vrai qu'on voit dans ce conflit en Ukraine comme un déclencheur et qu'il y a plein de petits points de tension dans le monde qui remontent peu à peu. Bien sûr. Mais parce que, vous savez, il faut dire un truc qui est très intéressant quand même. C'est que les États-Unis ont 900 bases militaires dans le monde. Ouais. 900. Et 100 secrètes. Ça fait 1000 bases. Je crois que le pays suivant en a 50. Donc, ils ont des bases partout. Ils font brère tout le monde. Ils interviennent dans la politique de tout le monde. Ils ne respectent pas la souveraineté des autres États. Les gens commencent à en avoir, mais par-dessus la tête des États-Unis. Les États-Unis, c'était pas censé être un pays impérialiste et militariste. Or, c'est ce que c'est en train de devenir. Donc, ils ont perdu leur légitimité d'être une puissance pour le bien. Ils sont en train de devenir une puissance pour le maintien d'une espèce de technocratie plutocratique abominable. Dès le moment où vous perdez votre légitimité, si vous ne pensez pas que les États-Unis sont une force pour le bien, vous dites, mais pourquoi ils ont une base chez moi ? Ouais, après, reste à avoir les moyens pour les faire dégager, ça c'est autre chose encore. Oui, mais en général, oui, on a vu avec les Anglais, on les a fait dégager à grands coups de bombe, quoi. Ouais. Effectivement. Donc, encore une fois... Donc le grand différent des 30 ans qui viennent, si dans ce que je vous dis j'ai raison, c'est le repli progressif, et qui risque de s'accélérer brutalement, des Américains vers les États-Unis. Parce que les gens ne vont plus le vouloir chez eux. D'accord. Donc une remise en question globale et planétaire de l'hégémonie américaine et de l'OTAN. D'accord. Eh bien, nous verrons. Ça me paraît ça la solution logique, mais je ne dis pas que ça va se passer, mais c'est vers ça qu'on semble se diriger. Effectivement. Parce que vous acceptez que quelqu'un vous domine militairement si vous l'admirez, en quelque sorte, si vous le respectez. Mais à partir du moment où vous pensez que c'est un... Non, vous ne le respectez plus. Oui, pour moi, c'est la suite logique. De toute façon, pour moi, les États-Unis ne peuvent pas être plus hégémoniques que ce qu'ils sont aujourd'hui. 1000 bases, vous vous rendez compte ? Ils n'en auront plus les moyens. Après, j'estime, probablement à tort, mais j'estime qu'ils vont encore, pendant peut-être plusieurs dizaines d'années, garder une place extrêmement hégémonique. Sûrement, s'ils ont le pognon, mais il n'est pas sûr qu'il l'ait. Seul l'avenir nous le dira. Vous avez qu'à regarder leur déficit budgétaire. À un moment, ils vont devoir choisir entre leur hégémonie mondiale ou le niveau de vie de Six-Pack, le gars qui achète 6 boîtes de bière pour regarder sa télévision. Et ces élections qui se passent là dans une semaine se passent en partie sur ce scénario. Beaucoup de républicains disent « mais qu'est-ce qu'on fout ? Elle est emmerder tout le monde dans le monde entier. » Oui, effectivement, c'est un discours qu'on voit de plus en plus, notamment venant des républicains, et qui est qui voudrait revenir un petit peu à une vieille politique américaine du début du XXe siècle, plus isolationniste, dire c'est pas notre problème. Hein. Nous, on a nos intérêts. C'est ce qu'avaient dit les pères fondateurs aux États-Unis. Hein.
Les pères fondateurs, ils avaient quasiment interdit dans leurs discussions les papers et tout. On ne s'occupe pas de ce qui se passe dans le reste du monde, c'est pas notre problème. Ouais. Et puis maintenant, il faut que ça. Ouais. Oui, ils passent d'un versant à l'autre. Oui, effectivement. Donc voilà, je voulais évoquer toutes ces choses-là avec vous. On l'a fait. On a réussi à le faire. On tient pour 1 heure d'émission quand même, c'est pas rien. Et donc, ils vont se fatiguer les gens à nous écouter si ça dure 1 heure. Je sais pas, peut-être parfois il y en a, mais il y a quelques très gentils qui nous disent non, faites des émissions de 2 heures ou de 3 heures, mais je suis pas sûr que ça satisfasse tout le monde. Ça. Oui, écoutez, on verra. Peut-être que si un jour on fait des lives, ce sera peut-être un petit peu plus long, j'en sais rien. On pourra accepter les questions. Nous verrons. Donc en attendant, je vous remercie encore une fois pour votre attention. Comme je vous dis chaque semaine, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de partager les vidéos parce que c'est ce qui les rend virales. En fait, si vous êtes à un point de distribution, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur n'importe quoi, pour ces vidéos, en fait, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. En dehors de ça, il y a l'abonnement, il y a le like, il y a le commentaire, il y a tout ça. Il y a l'abonnement aussi à nos différentes pages puisque nous sommes partout. Je le répète chaque semaine, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter. Voilà, nous sommes absolument partout. On a même des, comment on appelle ça quand on fait écouter Ah oui, des podcasts. On a aussi des podcasts. Oui, nous sommes sous forme de podcasts, je crois sur Deezer et sur Spotify, il me semble. Donc voilà, on a fait des progrès technologiques. C'est incroyable. Mais c'est vrai que c'est très pratique les podcasts parce que parfois, moi, j'ai pas forcément le temps d'écouter un truc comme ça chez moi. Je vois pas ce que ça amène à la population de vous regarder en particulier. Je veux pas être désagréable. Non, mais c'est vrai on peut vous écouter à la rigueur. Le plus important, c'est effectivement d'écouter. Et parfois, oui, quand je suis dans le métro, quand je me déplace d'un point A à un point B, j'ai pas grand chose à faire, donc j'écoute parfois des podcasts. Ça vaut mieux que d'écouter Coluche, quoi. Enfin bref, donc je vous remercie comme d'habitude et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Daily d'Opinion. Merci beaucoup, au revoir.